Bonjour, cher. Alors, bonjour mes amis, bienvenue à ce webinaire de la FIFOG en collaboration avec le GRISOF, qui est le groupe de réflexion et d'information en sciences ouvertes francophones. Aujourd'hui, nous sommes extrêmement heureux d'accueillir un webinaire sur le thème des hémorragies postpartum. C'est un sujet qui est extrêmement important, non seulement dans les pays en développement, mais aussi à travers la planète. C'est vraiment une préoccupation importante. Donc aujourd'hui, pour modérer les conférences, vous aurez le professeur Ramzi Finan du Liban, moi-même et le professeur Étienne Lemarié, qui est de l'Université de Tours en France. Et pour discuter du postpartum, 4 orateurs de très haut niveau. En premier lieu, le docteur Mathieu Mokasso de France. Suivra le docteur Imad Abou Jaoud du Liban. Suivra la professeure Marie-Édouard Diem du Sénégal et finalement, nous clorons le sujet avec Dr Audrey-Anne Labrec de Sainte-Justine à Montréal. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole au professeur Ramzi qui va prendre en charge le webinaire de ce matin. Merci beaucoup. Merci Yves. Bonjour à tous ou bonsoir en fonction de là où vous êtes. Le premier intervenant sera le professeur Mathieu Makosso, qui est professeur en médecine, spécialiste en gynécologie obstétrique et chirurgie gynécologique. Et il est aussi spécialiste en gestion de risques en soins de santé, diplômé du management médical et gestion hospitalière. Il exerce au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, en France, et il est chef de pôle femmes, mères, enfants depuis le 12 juillet 2006. Il est en plus membre du directoire. Le professeur Makosso va nous parler comprendre, organiser et manager de l'efficacité de la prise en charge de l'hémorragie du postpartum. Professeur Makosso, la parole est à vous. Je prie tout le monde de mettre le speaker off pour qu'on puisse avoir une bonne audition. Je voudrais quand même rectifier, il s'agit du docteur Mathieu Makosso. Merci beaucoup de me donner la parole. Je voudrais vous parler d'un thème effectivement important, l'hémorragie du postpartum. C'est sur la notion managériale, donc je l'ai intitulé « Comprendre, organiser et manager ». Ce sont des clés pour nous de l'efficacité de la prise en charge de l'hémorragie du postpartum. Alors, en introduction, je vous parlerai à peu près de la mortalité maternelle, et puis suivra le concept temps, et puis une gestion de risque a priori du circuit patient, et j'évoquerai le diagramme de Ruizon, vous le verrez tout à l'heure. En plus, je parlerai de alors je ne sais pas si vous voyez ma flèche ici, je ne sais pas, mais en troisième, je parlerai de la prise en charge de l'hémorragie manifeste, du tamponnement intra-utérin, notre méthode à nous, je vous en parlerai, et des réalités, je vous donnerai quelques chiffres. Alors, ça se terminera par un court film que j'ai vraiment énormément réduit pour vous donner une idée sur le message. Une femme, dans le monde, nous savons qu'une femme, toutes les 2 minutes, parce qu'elle porte une grossesse, et la première cause de ces décès reste l'hémorragie du postpartum. Alors, il faut dire que les décès sont évitables dans la plupart des cas, dans la grande majorité des cas. Et nous avons aussi 99% de ces femmes décèdent dans les pays en développement. C'est pour ça que tout de suite, j'ai du mal à tourner. Pourquoi j'ai du mal à tourner? Oui, pardon. Je vous donne donc ici, au niveau européen, les statistiques de la mortalité maternelle. Comme vous pouvez le voir, le constater, il s'agit d'un ou de 2 chiffres, une ou de 3 dizaines. Donc, en France, par exemple, où je suis, nous avons 8 pour 100 000 naissances vivantes de mortalité maternelle. Et vous avez, quand vous allez dans d'autres continents, surtout dans notre continent en Afrique, vous avez des centaines de cas de mortalité.
Excusez-moi, mes chers amis, même si j'ai des chiffres de 2015, mais je sais que beaucoup de pays ont progressé dans ces statistiques-là. Vous avez quand même on compte en centaines de morts maternelles pour 100 000 naissances vivantes. On peut se poser la question de savoir si c'est une priorité, effectivement, cette prise en charge de la mortalité maternelle. Il faut qu'on dise tout de suite que ça fait partie des priorités des Nations Unies dans les objectifs de développement durable. C'est pour cela que nous devons nous battre pour faire baisser cette mortalité maternelle. Alors, je vous donne ici un concept qui est le concept du temps, parce que le temps est un élément fondamental. Là où vous voyez la flèche rouge, j'ai montré là que quand il y a une hémorragie du postpartum, vous avez une maman en bonne santé qui peut perdre la vie en 2 heures. Alors que dans notre spécialité, la gynécologie obstétrique, vous avez des pathologies comme la prééclampsie, vous avez 10 heures, vous avez le temps de voir venir. Mais là, ça va très, très vite. D'où l'importance d'une gestion rapide de l'hémorragie du postpartum. Alors, la gestion, a priori, est pour moi fondamentale pour cette prise en charge de l'hémorragie du postpartum. Cette gestion, a priori, va se baser sur 2 éléments. Vous avez l'organisation, je vous parlerai de Reason et de la simulation, et une bonne prise en charge qui est le protocole, qui sont des protocoles que nous avons dans les services. Alors là, c'est le diagramme de Reason, qui c'est un travail de thèse professionnelle que nous avons mené à l'École supérieure de commerce de Paris en 2012, que nous avons soutenu. Alors quand vous regardez ces barrières bleues, ça doit être bleu de façon globale, c'est que c'est étanche. On passe de 1 jusqu'à 7. Bleu, la première barrière bleue, c'est le suivi de la patiente. Quand vous avez une patiente qui a été suivie dans un service où elle accouche, cette patiente n'est pas à risque d'avoir des complications liées à l'hémorragie du postpartum. Alors, regardez bien ce diagramme qui monte, qui se termine par une HPP non maîtrisée. Et donc, à partir de cela, cette femme a été bien suivie, on la connaît, on va très bien prendre en charge cette femme. Mais la barrière numéro 2, qui est une barrière, alors je décortique ici tout le processus qui commence depuis le début de la grossesse jusqu'à la fin de la grossesse, jusqu'au moment où la femme accouche, termine sa grossesse, et tous ces processus-là, les facteurs de risque qui sont liés, qui aboutissent à une mortalité maternelle. Donc, barrière numéro 2, c'est l'équipe. Cette femme qui arrive enceinte, qui arrive dans une équipe qui est formée, expérimentée, rodée. Mais cette équipe-là donne des chances à cette femme de vivre. Mais c'est une équipe qui est brouillonne, qui ne se parle pas entre elles, qui n'a pas été managée suffisamment, qui n'a pas beaucoup d'expérience. Par exemple, ici en Europe, nous avons la période estivale, pendant l'été, où les gens prennent des vacances, on peut mettre en place une équipe avec des personnes qui sont, par exemple, qui ont peu d'expérience, 6 mois d'expérience, je sors de l'école, etc. Cette équipe-là peut être une équipe dangereuse. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas associer des gens qui ont à peu près le peu d'expérience. Vous avez la barrière numéro 3, vous avez le matériel. Quand on arrive à l'hôpital, on arrive en salle d'accouchement, il faut avoir vérifié tout son matériel, que ça marche. On ne peut pas, au moment où ça saigne, se rendre compte que le frigo dans lequel on met des médicaments qui doivent être au frais est en panne. Ce n'est pas possible. Ou au moment où on cherche un élément, un instrument, il n'existe pas. Ce n'est pas possible. Il faut que ça aille vite. Et la 4e barrière, c'est le risque d'hémorragie qui est anticipé. Vous avez un travail long, un travail rapide. Nous savons très bien dans les 2 cas, il y a un risque d'hémorragie du postpartum. Et dans ces cas-là, la sage-femme doit anticiper, elle doit savoir que ce travail est long, j'ai un risque d'hémorragie du postpartum, donc je dois faire une délivrance dirigée, même si ça se fait souvent, mais il faut que je sois beaucoup plus vigilant dans ces cas-là parce que le travail a été long. Excusez-moi. Et puis, la survenue d'une HPP, d'une hémorragie du postpartum, est clairement identifiée. En effet, on ne peut pas se rendre compte a posteriori, après coup, que ça fait 1 heure qu'elle a saigné. Il faut qu'au moment où elle saigne, à la première minute où elle saigne, on le sache. Alors, je vois déjà mes collègues, certains collègues qui ne sont pas très nantis comme en Europe, ici vont dire, mais nous n'avons pas de sac de recueil, etc. Moi, quand je vais faire mes cours en Afrique, etc., je leur dis, on doit se fier à la sage-femme, ce qu'elle a dit, ce qu'elle ressent. Si elle dit « elle saigne », c'est qu'elle saigne.
On ne se pose pas la question, on fonce. On va chercher à mettre en place tout ce qu'on a appris. Et en 6e position, vous avez, après l'identification, la conduite à tenir est connue et organisée dans une équipe. En effet, quand vous avez une équipe où la conduite à tenir est connue, le protocole est bien pensé, régulièrement visité par ceux qui y travaillent, vous avez là la chance que cette femme n'arrive pas à des complications. Et puis, le gynécologue obstétricien n'est pas toujours présent en salle d'accouchement. On l'appelle secondairement. Mais quand on l'appelle, ça doit être en 10 secondes. Par exemple, chez moi, en 3 minutes, en 3 secondes, pardon, en 5 secondes, on doit donner les éléments, les 3 éléments clés qui font que le médecin va venir très rapidement où doit marcher. Donc, vous voyez, je dois courir ou je dois marcher. Nous avons mis en place un truc, une structure, une fiche où on dit 3 choses et je sais ce qui se passe en salle d'accouchement. Voilà, ça c'est le diagramme de Ruizon dont je viens de vous parler. Alors, excusez-moi. Et la prise en charge de l'hémorragie manifeste. Vous savez bien que les recommandations du collège, pour nous le Collège français de gynécologues obstétriciens, en 2004 avait mis en place des recommandations qui sont maintenant partout dans le monde. Mais ces recommandations ont accepté le tamponnement intra-utérin en 2014. Nous, dans notre service, nous avons organisé l'équipe, nous avons un protocole de service et nous avons le méchage intra-utérin que nous utilisons comme protocole. Regardez le protocole, il est à droite de votre écran. Il définit, il y a 2 lignes dans ce protocole, la ligne de l'obstétricien et la ligne de la sage-femme. La sage-femme ce protocole répond à une question. Quand une femme saigne, qui fait quoi en salle d'accouchement? Tous les acteurs qui sont en salle d'accouchement doivent connaître leur rôle des bouts de doigts. Il faut que je vous dise que la prise en charge de l'hémorragie manifeste est un problème que je vous redise, vous le savez très bien, mais c'est un problème de prise en charge pluridisciplinaire. Ce n'est pas seulement la sage-femme qui prend en charge, ce sont les anesthésistes, les gynécologues et les obstétriciens, etc. Excusez-moi, il y a eu une sonnerie chez moi ici. Le tamponnement intra-utérin, c'est quand on n'a pas maîtrisé la prise en charge, quand on n'a pas maîtrisé l'hémorragie du postpartum avec les moyens médicaux, le massage, etc. On arrive au tamponnement intra-utérin quand on a des difficultés de contrôler l'hémorragie. Ça a été reconnu comme un moyen utile d'arrêter l'hémorragie par les sociétés savantes. Au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, nous l'utilisons depuis 1999. Bon, les équipes se sont appropriées de ce moyen-là. Vous avez le choix des armes. Alors, je voudrais ici dire quel type de tamponnement il faut utiliser. Mais pour moi, le tamponnement à utiliser par une équipe, c'est le tamponnement qui est efficace, qui est reproductible et qui donne des bons résultats. Alors, on peut mettre le Bacri. Nous utilisons les mèches, mais dans tous les cas, il faut que vous rendiez votre tamponnement efficace, facilement reproductible par votre équipe et utilisez-le puisqu'il vous convient. Pourquoi nous avons préféré le méchage depuis longtemps? Parce que le Bacri n'était pas encore né, que le méchage, nous avons utilisé le méchage parce que nous le trouvons efficace, très peu cher et sans danger pour la patiente. Et il est à portée de tous. En tout cas, il peut être rendu disponible très rapidement, quels que soient les endroits où on se trouve sur cette planète Terre. Voilà, vous avez là les 2 schémas qui vous montrent le Bacri en place et vous montrent aussi les mèches. Et vous regardez les prix en bas, c'est en euros, mais l'un coûte une certaine somme, l'autre c'est 3 € en ce qui concerne les mèches. Vous avez là la technique de méchage, je vous montre juste des schémas que vous pouvez retrouver c'est une publication que nous avons faite dans le journal du Collège français des gynécologues obstétriciens, donc vous pouvez le retrouver là. Alors je voudrais vous dire, on peut se poser la question, en cas de césarienne, qu'est-ce que vous faites vous dans votre équipe? On peut me poser la question, en cas de césarienne, quand la césarienne a lieu et que l'hémorragie a lieu au cours de la césarienne, évidemment, nous utilisons toutes les techniques chirurgicales que vous avez sur les schémas à droite. Mais quand l'hémorragie arrive après qu'on ait fermé complètement, en post-césarienne, donc, nous utilisons le méchage si la dilatation s'est faite assez largement, à 6 cm ou autre, nous utilisons le méchage, nous n'ouvrons pas. Ici, c'est l'autre clé de notre fonctionnement, c'est la simulation. Dans mon équipe, vous voyez en bas à gauche, je vous ai mis 4 parents. Nous simulons, ça c'est l'équipe de Bagnols-sur-Cèze, les photos qui sont à gauche de votre écran.
Dans l'équipe de Bagnols-sur-Cèze, j'ai mis en place 4 simulations et tout le monde doit passer en simulation chaque année. Donc, notre équipe est comme un peu l'armée aux aguets, prêt à réagir. Donc, et à droite, ce sont les simulations que nous faisons dans les centres de santé et dans les hôpitaux en Afrique et ailleurs. Voilà, quelques chiffres pour vous donner l'impact de ce que nous faisons. Vous regardez ici, là où il y a la flèche rouge, hein, je n'ai pas le tuteur pour vous montrer, là où il y a la flèche rouge, nous avons sur 136 cas d'hémorragie, de prise en charge de l'hémorragie du postpartum par tamponnement intra-utérin. Notre tamponnement intra-utérin par méchage donne 94,44% de succès. Nous avons du succès avec ça. Il faut dire que vous avez la plaque rouge, 8 cas de chirurgie depuis que nous avons fait cette étude 2007. Les 8 cas de chirurgie ont eu lieu avant 2010 dans notre équipe, avant 2010. Là, je vous donne les résultats de 10 629 accouchements, à peu près. Donc, 2006. Depuis 2006, nous n'avons pas eu de chirurgie dans notre service liée à la prise en charge de l'hémorragie du postpartum. Donc, ici, ce sont les résultats que j'appellerais de management. Regardez ici, vous avez le tableau à gauche où les chiffres sont entourés de bleu, de 2007 à 2009, où nous faisions que du méchage intra-utérin, il n'y avait pas de management. Vous allez à l'opposé de ce tableau, entouré en rond bleu, vous avez 20, 29, 32. Ce sont les cas de tamponnement intra-utérin, de méchage intra-utérin que nous faisions nous, par année à cette époque-là. Et vous avez les chiffres qui suivent 2010 jusqu'à 2012. Vous avez là, on était en train de faire, c'était le travail de recherche de Ruizon dont je vous ai parlé. J'étais en train de faire le travail de Ruizon. De temps en temps, ça avait un impact, mais ce n'était pas si franc que ça quand vous regardez le nombre de méchages intra-utérins. Je ne vous parle pas de mortalité ou des choses comme ça ou de chirurgie, mais je vous parle de méchages intra-utérins. Vous avez le nombre. À partir de 2013 jusqu'à 2020, donc, vous avez cet entouré encadré en rouge. Vous regardez à droite le nombre de méchages, intra-utérins. Vous avez un effondrement de ce nombre-là. Notre équipe était une équipe qui était entraînée régulièrement. Chaque année, tout le monde passait en entraînement. Vous voyez donc, aujourd'hui, je reçois dans le service des collègues qui viennent d'Afrique, des pays d'Afrique ou d'Asie aussi d'ailleurs, d'Asie du Sud. Hein. Ces collègues-là, parfois, ne voient que 2 tamponnements intra-utérins par méchage parce qu'il n'y en a plus, parce que nous avons une équipe qui est beaucoup plus réactive, qui est beaucoup plus efficace dans son fonctionnement. Alors, vous allez me dire, mais là, c'est la France, vous nous donnez des chiffres de France. Regardez en haut et à droite, j'ai là, c'est une équipe que nous sommes en train d'entraîner. Je tais un peu le nom pour l'instant parce que ce n'est pas publié encore en Afrique. En 2016-2017, nous n'y étions pas. Vous regardez, c'est entouré carré blanc, carré rouge, pardon. Vous avez le nombre d'hystérectomies totales chaque année, 2016, 97, 2017, 69. Et le nombre de décès maternels, vous avez à côté là. Les statistiques viennent directement de leur équipe. C'est ce qu'ils m'ont envoyé. Et à partir de 2018, nous avons commencé à faire la simulation là-bas, à entraîner, suivant notre philosophie de prise en charge de l'hémorragie du postpartum, en 2018. Et vous avez donc en 2019, c'est entouré en vert ou bleu selon comment on lit les choses, vous avez le nombre d'hystérectomies totales qui s'effondre, hein, c'est un chiffre qui est inférieur à 10, comme vous pouvez voir, et vous avez le nombre de décès maternels, parfois ils ont eu 1 cas de décès maternel, qui s'effondre également. Voilà, ça c'est dans un environnement où rien n'a changé dans cette équipe-là, sauf la formation qu'ils ont eue et aussi le méchage intra-utérin qu'ils faisaient. D'ailleurs, ici, vous pouvez voir le tamponnement intra-utérin, méchage intra-utérin, ils méchaient maintenant de plus en plus fortement dans leur équipe. Voilà, donc mon topo, il tire vers sa fin pour vous dire que protocoliser, ce que j'appelle activement, organiser, distribuer, simuler également, c'est pour moi la clé de la prise en charge
de l'hémorragie du postpartum. Et je vais vous montrer peut-être pour ceux qui ne savent pas ce que cette technique de méchage intra-utérin que j'ai beaucoup écourté hein, pour vous permettre d'avoir une petite idée du méchage intra-utérin. Voilà. Donc, alors je vais enlever le son qui n'est pas important. Alors, quand on envoie des mèches à prostate, ce qu'on appelle des mèches à prostate, 90 cm de long et puis 7 cm de large, on va vers la corne utérine d'un côté et de l'autre, on va vers l'autre corne utérine. Voilà comment on fait. Et on empaume le fond utérin pour sentir bien qu'avec la pince de Chéron, nous sommes arrivés jusqu'au fond de l'utérus. Et à partir de là, quand on arrive à peu près à mi-distance, on fait un toucher bimanuel pour bien enfoncer. Et à la fin, nous pouvons donc bien désinfecter. On fait un toucher, hein, vous voyez, on met 2 doigts et on bourre la cavité vaginale des mèches beaucoup plus larges que nous appelons ici les tétras. On démèche 12 heures plus tard, le lendemain, et vous avez là, il n'y a plus de saignement. Cette femme saignait beaucoup. Et puis, on voit on peut peser tout ça pour voir. En tout cas, je vous remercie de votre attention. J'en ai fini. Merci Mathieu. Et avant de passer la parole aux personnes qui aimeraient poser des questions, j'aimerais rappeler que le... Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Je disais qu'on avait dans une présentation... Je ne vous entends pas, professeur, je ne vous entends pas. Vous n'avez pas votre micro. Et, attendez, oui, professeur Ami, oui. Oui, vous pouvez parler. Vous m'entendez oui, maintenant? Oui, non, c'est moi. D'accord. J'avais coupé le son. Oui, oui, excusez-moi. Non, je disais que dans une présentation antérieure l'année passée, on avait aussi présenté au collège une forme de bakri qui avait été appliquée en Afrique qui consistait à faire rentrer un préservatif sur une sonde urinaire et on gonflait le préservatif et on l'utilisait comme sonde de bakri parce que la sonde de bakri est effectivement chère et tout le monde n'a pas la possibilité d'en avoir. Mais je pense que tout le monde, même en Afrique, a des préservatifs et des sondes urinaires. Et donc, cette fabrication artisanale, une fois qu'on a la possibilité, peut aussi bien la faire comme la sonde de bakri pour empêcher ces saignements. Il est vrai qu'en France, s'amuser à faire une sonde de bakri avec préservatif et sonde urinaire ne sera pas très bien vu, probablement parce que ce sera un travail artisanal. Mais dans un milieu hospitalier où on n'a pas les moyens, ce serait une bonne chose à s'habituer. Et en rentrant sur le site du FEFOG éventuellement, revoir la présentation sur les hémorragies du postpartum où cette technique a été développée. Est-ce que quelqu'un a des questions parmi les... Pardon, oui. Je voudrais bien vous demander à vous vous injectez combien de cc dans le préservatif? Combien de cc? En général, dans une sonde de bakri, on met 250 à 400 cc. Dans le préservatif, aussi, on met 300 et on tire vers le bas, comme on fait avec la sonde de bakri, parce qu'en fait, ce qu'il faudrait surtout comprimer, c'est la partie basse de l'utérus. Et une sonde de bakri qui flotte dans la cavité utérine ne sert à rien. Une fois qu'on a gonflé le ballon de bakri, il faut le tirer vers le bas. Et le volume qu'on gonfle est aux alentours de 300 cc environ. D'accord, merci. Chef, as-tu des commentaires? Il y a une main, après je vais faire mon commentaire, mais il y a une main qui est levée, Ayedege Biao, je ne sais pas, est-ce que... Oui, non? Bonjour professeur. Oui, bonjour. Alors, ouais, bonjour à Dr Makoussa. Par rapport au méchage, quel type de mèche on utilise? Quel type de mèche vous utilisez? Oui,
Alors, Oui, est-ce que nous pouvons utiliser les compresses abdominales chez en Afrique? Une compresse abdominale qu'on utilise souvent au bloc pour les césariennes. alors c'est vraiment, ce sont des compresses, les mèches, ce sont des compresses tressées. D'abord, je parle de la texture, c'est tressé, ça va absorber du sang. Et donc, ce qui est important, c'est surtout le calibre. C'est-à-dire que j'ai 7 cm de large et j'ai une longueur de 90 cm. C'est ce qu'on utilise. Si vous avez des compresses, le problème, c'est toujours dans la cavité en passant par le col. Donc, si vous utilisez des compresses, il faut que ce soit des compresses qui peuvent accéder dans la cavité utérine. Mais je pense que si mes collègues qui sont en Afrique, qui utilisent des mèches, ils essayent de fabriquer leurs propres mèches. Parce que si vous utilisez des compresses, ça sera peut-être un peu difficile. Bon, pour ne pas être long, voilà, c'est des compresses tressées de 7 cm de large et 90 cm de longueur. Ok, merci beaucoup. Cheikh, à toi la parole. Oui, merci beaucoup. Je voulais féliciter mon cher ami qui a fait une excellente présentation. Je pense que, comme il a dit, l'hémorragie du postpartum, c'est vraiment un problème partout ailleurs, hein? Pas seulement dans les pays en développement. Donc, toutes les initiatives qui peuvent concourir à mieux gérer cette situation d'extrême urgence sont les bienvenues. Et je crois que, comme il l'a démontré, l'utilisation de la mèche est faisable et ça donne de bons résultats. Donc, ça permet aux différentes équipes d'avoir une panoplie, disons, d'armes qu'ils pourront utiliser selon leurs orientations. Et je crois que c'est un appel du pied pour que dans nos pays également, les équipes qui souhaitent être initiées et encadrées pour utiliser cette technique, donc pourront en bénéficier. Et je serai le premier d'ailleurs. Je ne vais pas déflorer, je vais lui envoyer un de mes assistants, donc très prochainement chez lui, et il pourra le former et ça nous donnera l'opportunité de tester cette méthode et voir ce qu'on peut en tirer. En tout cas, félicitations. Et bonsoir à tout le monde, hein. Je vois qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Ça montre l'intérêt accordé au sujet. Merci, Ramzi. Imad, à toi la parole. J'ai une question à Mathieu. Qu'est-ce qui a fait que le nombre de méchages a baissé et le nombre d'hystérectomies, là où ils ont formé, qu'est-ce qui ne se faisait pas avant et qu'est-ce qui s'est fait après pour que ces chiffres s'améliorent? En Afrique? Ou en France? Non, en France, un pays africain. Nous, depuis 2007, on n'a pas touché le bistouri dans notre service à propos de 2010, pardon. On n'a pas touché le bistouri pour faire de la chirurgie en raison d'une hémorragie du postpartum. Donc, comprenons-nous bien, nous, on arrête ça avant même qu'on arrive à on arrête. Donc, donc, les chiffres que je vous ai donnés, c'est pour dire aussi, parce que jusque-là, je n'avais pas ces chiffres-là. Vous êtes les premiers à les voir. Je parlais de la France, on me disait tout le temps, mais ça, c'est en France. Et les chiffres, vous avez vu, mortalité baissée, parce que, bon, alors, je touche du bois, comme on dit ici, je n'ai pas vu de maman mourir hein, d'hémorragie. Moi, je n'ai pas vu de femme enceinte mourir. Je n'avais pas vu. Donc c'est déjà bien, mais que ça soit efficace, c'était 30, 29, et du coup, je ne voyais plus de tamponnement des méchages intra-utérins. En fait, c'est la formation, la simulation de notre équipe qui rendait celle-ci efficace, rapide. Les sages-femmes sont tellement rapides quand ça saigne qu'on n'a pas le temps d'appeler le gynécologue, tout est réglé. C'est le gynécologue qui vient faire le tamponnement. Donc, c'est pour ça que vous avez vu, il y a 2 tamponnements par an, mais parce qu'il n'y en a plus, parce que notre équipe est efficace en amont. Et le nombre d'hémorragies est toujours resté très élevé, toujours avec le même taux, 4
Dans l'équipe, ça fait 4,5% d'hémorragie à peu près. Donc, il y en a toujours, mais on les gère mieux. Mais par l'entraînement, la simulation et la compréhension de tout ça. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais ça, en Afrique, j'ai vu les mêmes résultats, chute de mortalité maternelle, chute d'hystérectomie. On se retrouve avec 7 hystérectomies alors qu'on avait 69. Et puis la mortalité maternelle, on se retrouve avec 2 mères qui meurent quand même, alors qu'il y en avait beaucoup plus. Voilà. Je dis donc, manager une équipe, avoir des techniques de management d'une équipe, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas le méchage intra-utérin, c'est toute la façon de manager. C'est un collègue qui, d'ailleurs, m'a fait la remarque à Ginazur, dans le sud de la France, au congrès de Ginazur, qui m'a dit « Mais c'est ton équipe qui donne l'efficacité, ce n'est pas le tamponnement intra-utérin. » C'est pour ça que je vous ai dit ça, les armes. C'est tout à fait vrai, c'est un travail d'équipe. On est sans infirmières et toute l'équipe qui suit. Le gynécologue seul ne pourra jamais s'en sortir s'il n'est pas secondé et si chacun ne sait pas exactement ce qu'il doit faire. Exact. Docteur Aldo, est-ce que vous avez une question? Il y a une main levée. Oui, bonsoir, professeur Makosso. Merci beaucoup pour la présentation. Cela est surtout pour nous qui sommes dans les pays, on va dire, en voie de développement, les cas de décès maternel, quoique c'est en train de diminuer un peu, continue quand même d'alourdir un peu les statistiques malheureuses que nous avions dans nos contrées. Je voudrais demander, est-ce que l'antibiothérapie, surtout sous nos cieux, est systématique lorsque nous faisons le séchage intra-utérin? Merci. Merci pour cette question pratique. Nos patientes, dès qu'elles saignent, elle a 2 grammes d'amoxicilline avec l'acide clavulanique. Hein? Bon, pour ne pas citer les noms, vous voyez de quoi il s'agit. Systématiquement 2 grammes. Donc, l'antibiothérapie ne sera arrêtée que quand les mèches seront retirées. Toutes les 6 heures, elle aura son gramme, jusqu'à ce qu'on fasse l'ablation des mèches. Donc, je vous ai dit que c'est 12 heures à peu près. Parfois, ça peut être 24 heures, hein, suivant ce que nous avons ressenti. Voilà, c'est systématique. Et puis, je ne vous ai pas parlé du protocole, mais il y a aussi les ocytocides. Et puis, les prostaglandines, hein, qu'on utilise ici, hein, en France. Nous sommes en train de faire une étude en Afrique pour voir si on peut évidemment l'intégrer dans des hémorragies beaucoup plus rapides, manifestes, je veux dire. Merci beaucoup, professeur, pour la réponse. Merci beaucoup. On a 3 mains levées et après on passera au second conférencier. Il y a iPhone, je ne sais pas à qui ça appartient. Docteur Jamil Ishab. Enchanté. Posez votre question. Je voudrais bien demander le professeur à propos de si l'hémorragie s'effectue avant la délivrance du placenta. Dans ce cas, on ne peut pas mettre le tampon. Si on va faire la délivrance artificielle du placenta et on n'est pas sûr de la localisation du placenta, si on a par exemple un placenta accreta, perreta, il est dangereux de faire la délivrance artificielle. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? Ça, c'est une très belle question parce que quand je regarde la revue de la littérature, j'ai oublié le nom, mais c'est 93 quand j'ai vu aux États-Unis. Lui, il était fervent sur le méchage intra-utérin. Il mèche. Il a méché, ça saigne, il a méché complètement, c'est ce qu'il a dit. Moi, personnellement, ça m'est arrivé sur une primie qui venait d'accoucher. J'ai enlevé le placenta, c'était dur, ça s'est arraché et ça s'est mis à saigner. Tout le placenta n'était pas venu. C'était un véritable placenta percreta. J'ai bourré la cavité utérine, c'est une femme de 42 ans. Heureusement, c'était son premier bébé, mais c'était l'unique. J'ai bourré la cavité de mèche. Parce que le méchage peut être utilisé même dans ces cas-là. J'ai bourré la cavité utérine de mèche, j'ai stabilisé. Je me suis arrêté un peu. Le temps que l'hélicoptère vienne la chercher pour la mener ailleurs, évidemment, quand ils sont arrivés, on a mis le ciliaire et là, pouf, toutes les mèches ont été évacuées en un bloc
et s'est remise à tourner de l'œil. Donc, j'ai fait une hystérectomie d'hémostase très rapidement, à ce moment-là, sur place. On ne l'avait pas muté pour aller faire l'embolisation. Donc, vous voyez qu'on peut faire, moi je crois que ça saigne, bourré, parce que les mèches, contrairement enfin moi que je n'ai pas l'expérience des préservatifs et autres, hein, mais les mèches, il y a une force dans les mèches qui font que ça compacte les vaisseaux qui sont dans la cavité utérine, ça compacte. Donc moi je mettrai les mèches et je verrai. Il y a une surveillance, les moyens de surveillance, je verrai si la tachycardie se met en que c'est mèche. On n'a pas toujours des placentas accreta parce que ça, c'est un cas très particulier. En général, c'est un relâchement utérin. Ils répondent très bien au méchage, alors que dans un placenta accreta, la réponse sera certainement moins bonne. Tout à fait. Avant-dernière question, docteur Aïssata. Oui, vous m'entendez? Alors, bonsoir, docteur Mathieu. Merci aussi pour notre assistant qu'il est en train de former justement, qu'on a eu l'occasion d'envoyer chez lui depuis 6 mois. Et je pense que la Mauritanie va en profiter et c'est tant mieux. Et j'ai entendu le professeur Cissé dire tout à l'heure que surtout pour le ils ont un nombre de mèches qu'ils comptent ou bien ils ont déjà formé? Non. Ou c'est eux-mêmes qui préparent leurs mèches dans le service. Je dis ça parce que je pense au retour de Dr Anne au niveau de la maternité nationale, comment on peut les aider, comment ils vont préparer eux-mêmes leurs mèches, nombre de mèches qu'ils vont mettre par paquet et tout. C'est une question d'ordre pratique plutôt. Oui, mais il aura les réponses, hein, le docteur Anne Mamadou, il aura des réponses. En réalité, nous, le nombre de mèches, non, il y a des mèches. Nous, c'est par unité que ça se trouve ici, parce que tout est emballé de façon aseptique. Mais on peut très bien avoir un tambour avec plusieurs mèches dedans, comme ça se passe dans une équipe que nous formons depuis 2015, qui a eu les chiffres que vous avez là. Ils ont dans leur tambour plusieurs mèches et ils mettent. Alors, en moyenne, je profite pour dire que en moyenne, nous faisons 4 mèches en moyenne. Hein, les études ont montré que c'était 4 mèches en moyenne. Mais j'ai eu à mettre jusqu'à 12 mèches. C'était une grossesse, un utérus qui avait contenu des bébés. Des bébés, donc une grossesse gémellaire, 2 bébés. Alors, après l'accouchement, il y a eu une hémorragie. J'ai mis jusqu'à 12 mèches. Mais en moyenne, c'est 4 mèches. Et donc, vous conditionnez ça comme vous le souhaitez, quoi. Mais docteur Anne aura des réponses, professeur Val. Merci beaucoup. Merci, docteur Mathieu. Et puis, on se dit à tout moment. Et bien bonsoir à tout le monde. Merci. Docteur Daouda. Docteur, voilà. Bonsoir. Bonsoir. On remercie notre maître, le professeur Makosso, pour la présentation. On a un grand intérêt pour les hémorragies du postpartum qui continuent malheureusement. C'est bon, la prochaine fois, il faut Docteur Aïsta, mettez votre téléphone en mode silence. Merci. Je voulais poser une question. Concernant le message, la durée, on a dit entre 12 à 24 heures. On a si par advertence, on enlève le message après 24 heures et que la femme continue de saigner. Est-ce qu'il y a une indication de refaire un autre message ou de passer à un autre palier pour la prise en charge de la patiente? C'est une bonne question, mais c'est une question intéressante. Moi, j'ai eu un seul cas où l'hémorragie a repris. Je savais que je soupçonnais un placenta accreta. On avait enlevé, mais je soupçonnais que c'était resté comme ça. On a méché, ça s'est stabilisé. Au bout, je me suis dit, on laisse ça pendant 2 jours. 48 heures après, quand on a voulu enlever, eh ben, il y a eu reprise. J'ai vu la reprise. Alors, j'ai méché aussitôt. Celle-là, j'avais mis sous anesthésie générale. Les déméchages se font sans anesthésie. Hein. Il y a quelques cas où l'anesthésiste est là, il peut endormir, mais c'est… Alors, donc, on a déméché. J'ai reméché et j'ai laissé en tout 5 jours pour que ça ne… Et puis, au bout de 5 jours, on a enlevé, ça n'a plus saigné. Un seul cas de reprise des saignements. Un seul cas. Intéressant. Quoique on avait dit 3 questions, docteur Yvon Gonessa, on fait passer votre question.
Bon, ça va être la dernière, hein, parce qu'il faut Ouais. gérer le temps. Il faut, voilà. C'est vrai que l'exposé de Makosso est très intéressant, mais il a déjà pris 50 minutes. Hein. Aïe. Allez, Yvon, question rapide. Mathieu, réponse plus rapide. Merci, je remercie professeur Makosso pour cette brillante présentation. C'était très édifiant. Moi, c'est Dr Gonessa Daniel de la Centrafrique. J'ai deux préoccupations. La première, c'est le concept du délai, parce qu'il y a également un certain timing dans les différents niveaux de prise en charge de l'hémorragie du postpartum, à savoir le massage du terrain, patient. On vous entend mal, il y a un bruit de fond énorme. Excusez-moi. Donc, j'étais en train de dire il y a un timing qui est bien défini. Donc, le massage du terrain, l'usage des médicaments et puis le tamponnement intra-utérin. Et je voudrais savoir, en fait, du point de vue pratique, après combien, en termes de temps, est-ce qu'on pourrait passer voilà, de l'usage des ocytociques à la décision d'un tamponnement intra-utérin? Et deuxième question, j'ai comme l'impression qu'on n'aborde pas assez la méthode de la révision utérine. Bien évidemment, si c'est une rétention placentaire partielle, donc une rétention de cotylédon. Merci pour vos questions. Je vais répondre rapidement, juste pour dire que la révision utérine, ce n'était pas le propos, hein, parce que je me disais que tout l'auditoire ici sait comment prendre en charge une hémorragie. Le propos, c'était vraiment management. Donc, ça va tomber sur votre première question, qui était le délai. À quel délai? Souvent, quand je vais faire les cours en Afrique et tout ça, je leur dis 30 minutes. Je mets un chiffre. Mais je l'ai enlevé. Hein, je vous ai parlé seulement du temps et qu'il faut agir rapidement. 30 minutes, je dis, souvent je dis à mes collègues, plus on est en difficulté, c'est-à-dire qu'on n'a pas des moyens tels que la réanimation, plus on est rapide. Donc, si vous perdez le temps amassé à faire ceci, vous perdez du temps. Vous risquez de passer dans la phase des CIVD, dans la phase des coagulations qui ne tiennent plus la route. Et quand vous allez au bloc opératoire, vous risquez d'être en difficulté. C'est pour ça qu'il faut avoir une équipe formée. C'est pour ça que je parlais de management. Quand vous avez une équipe formée, les délais, etc., vous aurez des excellents résultats. Vous avez vu hein, là-bas, je vous ai montré les statistiques de cette équipe-là. Ce sont des statistiques qui vous montrent très bien que même dans des conditions des vôtres, en Centrafrique, dans d'autres pays d'Afrique, je suis convaincu que ça va donner des bons résultats, mais il suffit que l'équipe soit formée et ait une pensée à peu près collégiale. Voilà, merci. J'espère que je n'ai pas été trop long. Un peu plus, d'après docteur Cheikh, on a déjà dépassé de 20 minutes. On vous remercie pour votre présentation. Merci pour les questions. Et je passe au second intervenant, qui est mon ami Imad Abou Jaoudé, qui va nous parler des hémorragies du postpartum. Quelle est l'aide de l'échographie dans la prise en charge? Je présente rapidement Imad, qui est un médecin, un ancien interne des hôpitaux de Paris, spécialiste en infertilité et en chirurgie endoscopique, directeur du centre de fertilité, chef de service à l'hôpital Abou Jaoudé, et il était un des pionniers de l'ICSI et du PGD au Liban et de la médecine prénatale. Imad, à toi la parole. Essaye d'être moins long que Dr Makosso. À toi la parole. Merci, merci beaucoup Ramzi, merci à Cheikh Cissé, au FEFOG d'avoir accepté que je vous présente notre expérience et un peu insister surtout sur l'échographie dans cette prise en charge qui n'est pas encore dans les recommandations, mais vous allez voir un peu ensemble où on peut l'utiliser et quand ça peut nous aider. Premièrement, vous savez tous que l'hémorragie de la délivrance, juste pour vous rappeler les 4 T, l'atonie, le trauma, les tissus, donc le placenta.
les rétentions placentaires et les coagulopathies. Il faut penser à ça quand on a un saignement du postpartum et il faut essayer d'aller directement à la cause pour la soigner. Donc, avant l'échographie, c'est bien sûr la clinique. Et c'est surtout le plus important, l'évaluation du saignement, à quantifier de la meilleure façon et de communiquer. C'est pas j'ai des champs un peu mouillés, il y a un peu de sang, je ne sais pas, elle a saigné, mais beaucoup, un peu. Donc, les signes vitaux, tension, pouls, état de conscience, l'examen du globe utérin, pas vésical, toucher vaginal, et voir s'il n'y a pas un hématome interne ou latéral. Donc, on a mis au point chez nous une façon très simple de quantifier qui ne coûte pas cher. Il suffit de mettre un pot gradué et un champ un champ qui absorbe pas le sang, de façon à ce que le sang coule directement dans le pot. Et comme ça, on a une idée rapide de la quantification. C'est moins cher que d'acheter des champs jetables. Donc, ça, c'est notre façon qu'on a imposée depuis quelques années. Et comme ça, on parle en CC, on ne parle plus en champ mouillé et autre chose. L'échographie, vous savez tous, et vous l'utilisez bien sûr partout, c'est le prolongement du doigt. Sa présence en salle de travail actuellement est importante dans le suivi de l'accouchement, dans le déroulement du travail. Elle permet de mieux savoir la présentation. Elle aide aux efforts expulsifs, au biofeedback, la présentation, la hauteur, la rotation, et de décider si vous allez plutôt vers une césarienne ou vers une extraction instrumentale. Mais je pense que très peu utilisent encore l'échographie dans l'hémorragie du postpartum. Elle a été récemment décrite sans que ce soit encore dans les différentes recommandations internationales. Donc, on va ensemble aller être très pratique et prendre des exemples pour un peu imaginer son utilisation. Donc, on va l'utiliser dans l'atonie utérine. Quand il y a du tissu, voir s'il n'y a pas du tissu qui reste, donc du placenta, voir s'il n'y a pas un traumatisme. Un trouble de la coagulation, c'est quand tout est normal et donc il faut y penser. On n'y pense pas assez et penser à demander le bilan de la coagulation. Dans un postpartum tardif, elle aide à voir s'il n'y a pas une rétention placentaire, un anévrisme, souvent qui est la cause, ou le placenta qui reste, un polype, et une malformation artério-veineuse. On va parler de tout ça. Donc, l'atonie. L'atonie, vous savez, c'est le globe utérin qui ne se relâche pas. Et donc, on va commencer par un premier cas. Voilà, cette dame, c'est une deuxième part. Elle a accouché par césarienne pour siège. Après 2 heures en salle de travail, chute de la tension, augmentation du pouls. Il n'y a pas un bon globe. On donne du cytotec sous la langue et une écho. On n'a pas de rétention placentaire. L'hémoglobine, elle chute à 8 grammes. On met la sonde de Bakri. Et donc, elle nous a aidé de vérifier où se trouve la sonde. Et pour ceux qui utilisent des sondes de Bakri, souvent la sonde ne rentre pas dans le fond utérin et curieusement, ça marche. Donc, elle bloque surtout l'isthme et on a du mal à la trouver ici. On la trouve souvent dans l'isthme et un peu plus bas. Mais ça s'est arrêté de saigner. On l'a gardé quelques heures et puis on l'a enlevé. OK? Et quand vous voulez graduer le saignement en césarienne, on utilise cette technique simple, nous laisser un spéculum, surtout quand elles sont sur rachidienne, et puis vous pouvez mieux apprécier le saignement. Comme ça, vous pouvez regarder, non pas les champs, mais vous regardez ce qu'il y a dans le spéculum et dans le vagin. Ça, c'est une autre façon de quantifier au bloc après une césarienne. L'atonie utérine, c'était avant la sonde de Bakri. C'est une dame qui a une hémorragie. On a fait une révision utérine. Il n'y avait pas de rétention placentaire. Et donc, on n'a pas aimé l'utilisation de préservatifs. On a inventé chez nous un système très simple. On utilise des gants qu'on monte sur la sonde d'aspiration nasale du bébé et vous branchez tout ça à une perfusion. C'est tout simple. Et donc, ça, c'était notre premier essai. Donc, on avait une atonie. Les images sont anciennes et on voit bien ce gant qui est bloqué. Ça a bien marché. À l'époque, on l'a utilisé pendant des années avant d'avoir les sondes de Bakri qu'on a actuellement et qu'on utilise souvent. Cette dame, elle a fait Micheline, un accouchement normal, hémorragie de postpartum, l'hématocrite est descendu à 22, on fait révision utérine qui ramène rien. L'écho de l'endomètre, on voit qu'il n'y a pas de rétention placentaire, mais l'utérus reste mou.
Donc, vérification, on met une sonde de Bakri, la voilà, et encore une fois, ça c'est l'utérus, et on la voit bien, elle est plutôt dans l'isthme. Mais ça marche, ça ne saigne plus. Samar, un peu la même chose, accouchement normal, saignement, révision utérine, on donne du bisoprostol, persistant du saignement, écho, pas de rétention placentaire, on pose de la Bakri, la voyez là aussi, elle est dans le segment inférieur, elle n'est pas dans la cavité utérine. Et ça marche. L'atonie utérine, c'est souvent l'ouverture des artères spirales qui ne remplissent pas la cavité de sang et dans un utérus sans la présence de tissu placentaire. Et donc, pour mieux comprendre, on voit bien ces artères qui sont la cause de cette atonie utérine. Il y a des études qui ont été faites pour mieux voir l'évaluation en postpartum. La première semaine, du premier au troisième jour, l'utérus est rétroversé, il est dans cette position. L'endomètre est fin. Entre le 7e jour et le 14e jour, l'endomètre est plus épais, le voilà comme ça. On a l'impression qu'il y a du sang ou une rétention, et non, il est vide, mais il est un peu relâché. Et après le 20e jour, ici, il se met dans cette position et il est vide, il est fin. OK? Donc, il faut connaître ces images. Et ces études-là sont connues depuis 2001, mais malheureusement, très peu ne sont pas appliquées. Et il y a eu très peu d'études depuis ce temps-là. Donc, l'échographie peut aider quand il reste du tissu utérin, donc du placenta. Quand vous avez une rétention placentaire, eh bien, vous pouvez vous faire aider quand vous faites votre révision utérine à bien voir la vacuité utérine et pour être sûr qu'il n'y a plus rien. Donc, des fois, on a du mal à être sûr. Vous pouvez vous mettre la sonde quand vous faites la révision de voir où est le placenta. Et quand vous finissez, vous jetez un coup d'œil et vous voyez bien que la cavité est vide, il n'y a plus de placenta et c'est une ligne droite. On a un cas ici où c'est mixte. Donc, c'est une césarienne pour placenta prévia. À la césarienne, on a du mal à enlever le placenta. Il était un peu accrétable dans certains endroits. Elle fait une atonie utérine, fait un traitement préventif, on donne du cytotec et du Pabal. 2 heures après la césarienne, elle se remet à saigner, une hémoglobine qui chute à 5, une TP à 60, des plaquettes à 60 000. On fait une transfusion sanguine et on met une sonde de Bakri. On la voit encore, elle ne bouge pas le fond, elle est entre l'isthme et la moitié de l'utérus. Et puis elle s'est arrêtée de saigner. OK? Donc, c'est une atonie utérine qui est un peu retardée. Ici, on a décidé de faire. Elle peut vous aider aussi quand vous voulez faire un curetage en postpartum. Ça aide. Vous faites le curetage sous échographie. Et ben, vous voyez bien votre curette et puis vous vérifiez que vous avez bien tout enlevé et que c'est vide. Donc ça, c'est un intérêt intéressant dans l'utilisation de cette machine. Quand vous avez un traumatisme, si vous voulez accoucher une dame donc après un accouchement, on a cette dame qui a eu un hématome paravaginal et donc on a dû faire un méchage, puis on a capitonné et mis un redon de façon à arrêter le saignement. Donc c'est un hématome paravaginal. Ici, c'était une dame qui, après une césarienne, 7 heures après une césarienne, elle était descendue à l'étage, chute de la tension, un bon globe vésical, une échographie qui trouve une masse pelvienne. Et ben voilà, ça c'était la masse. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé le point de saignement. Probablement, elle a dû, pendant la césarienne, un saignement veineux qui s'est manifesté quelques heures après. Et donc, elle a été reprise et donc, ça s'est arrêté. Un autre cas, là voilà, donc c'est le même cas là. Et donc, il y a eu des reprises des sutures, mais ça c'était arrêté de saigner au moment où ils l'ont opéré. Donc, cette dame, Rita, c'était en post-opératoire, elle était encore en salle de travail, baisse de la tension, patient Dr Messier, et on fait une échographie vaginale. L'utérus est vide, donc vous n'avez pas de rétention placentaire, il n'y a pas de saignement intra-utérin, et on voit un gros hématome para-utérin gauche, et donc on la reprend, et
et là, c'était un point de suture qui était mal fait et qui saignait. Donc, on a dû remettre quelques points de suture et puis ça s'était arrêté de saigner. On a mis un redon et puis c'était bon. Quand vous voulez accoucher par voie basse après une césarienne, quand j'étais à Paris et que je faisais ma formation, on nous disait faites une révision utérine pour voir si il y a une déhiscence. Mais qu'est-ce qu'on va faire s'il y a une déhiscence ou pas? Si la dame est bien, elle ne saigne pas, est-ce qu'il faut fermer, il ne faut pas fermer? En réalité, il n'y a pas d'attitude très claire à ça. Là, c'est une patiente du docteur Hachem qui travaille avec nous. Et donc, elle a fait un accouchement par voie basse après une césarienne. Et on voit bien un hématome ici qui a été reconfirmé par IRM avec une baisse d'hémoglobine à 10 grammes. Et ils ont finalement décidé de la reprendre et ils ont fermé. Dans les accouchements post-césarienne, il y a des ruptures. Ça existe. Le taux est moindre en ce moment parce que la plupart de nous font des césariennes dans le segment inférieur. Dans le temps c'était plus important. Et donc voilà. Et il faut les opérer quand elles saignent. Quand elles ne saignent pas, on peut les laisser. Et surtout si elles ne veulent plus avoir d'enfants. Donc voilà, ça c'est le consensus du SINGOF qui parle de ça. Et ça peut se fermer aussi par laparoscopie ou par laparotomie. Certains ont décrit la voie laparoscopique pour fermer ces sutures. Donc voilà, ça dépend là où la localisation, est-ce qu'il y a un saignement, et si la dame veut ou ne veut pas avoir d'enfant. Et tout ça, c'est encore au cas par cas. Il n'y a rien de très précis à ce niveau-là. Et là aussi, un autre cas où là, ça saignait plus, il y avait un hémopéritoine. C'est un cas qui est publié, c'est pas dans notre série, il a été repris et donc ils ont refermé la suture utérine qui est lâchée et qui saignait beaucoup. Il y avait un hémopéritoine. Dans le postpartum tardif, c'est autre chose. Là. Il y a plusieurs situations. On va essayer un peu d'aller vite sur chacune. L'hématométrie après un accouchement, c'est souvent du sang, des fois, et ce n'est pas toujours une rétention placentaire. Quand vous faites le Doppler, ce n'est pas vascularisé. Et souvent, ça saigne. Des fois, il suffit de dilater un peu et de les faire sortir. Et la femme sera soulagée. Dans le postpartum tardif, la rétention placentaire après un accouchement par voie basse, là, vous voyez bien le placenta. Et souvent, il est vascularisé à la différence de l'hématome qui est dans la cavité utérine. Et ça peut être aussi une rétention après césarienne. Là c'est des rétentions qui restent après une césarienne. Et bien, on peut les reprendre et les cureter. Il y a une pathologie qui est très peu connue, peut-être vous en avez vu, c'est les pseudo-anévrismes. C'est des femmes qui viennent, qui ressaignent après une césarienne, dû à un faux anévrisme qui est entre l'artère et la veine. Et ça donne un gros hématome ici, et elles se mettent à saigner de façon importante. Okay? Et il y a le polype placentaire, où c'est pas vraiment, le bêta-HCG est négatif. Donc, c'est le placenta qui finit par faire comme un polype, et ça saigne beaucoup, des fois. Dans le postpartum tardif, il y a aussi les fistules artério-veineuses. C'est une pathologie à connaître. Là, c'est un cas d'une dame qui a eu, qui on a fait une FIV, deuxième geste, primipare, elle fait une fausse couche après une FIV, elle saigne de façon importante, l'hémoglobine qui passe de 12 à 10. Et vous voyez la fistule, c'est des hypervascularisations. Vous les mettez en Doppler dans ce mode-là, et vous voyez cet effet de aliasing. Et quand vous mettez le flux dessus, il faut regarder la vitesse maximale et le RI qui donne une idée de l'importance de ce flux. La physiopathologie, en réalité, c'est un peu de placenta qui reste et qui donne la fistule entre une artère et une veine. Voilà, donc c'est une pathologie assez connue et qu'il faut connaître. Il faut surveiller. Si elle saigne beaucoup, c'est soit l'embolisation, soit certains conseillent de faire une hystéroscopie. Ça, c'est surtout les Belges. Ils ne sont pas nombreux à le faire. Et sinon, c'est les traitements médicaux qui sont conseillés en surveillant bien. Vous pouvez donner soit
la métergine, si vous l'avez, ou du GnRH, pour bloquer l'estrogène, et ça, il semble que ça marche. Ça marche, la métergine, ça marche bien. Donc, ça, c'est une autre patiente qui a une fistule utérine, Christelle. On voit très bien ici. Elle a chuté à 8 grammes, on l'a transfusée, on l'a surveillée, on n'a pas eu besoin de faire une embolisation. L'infection, là, c'est aussi des causes de saignement. Et c'est après 15 jours, cette dame a fait, après une césarienne post-FIV, elle saigne, et elle a une fièvre, une CRP élevée. Au début, on a cru que c'était une rétention placentaire, là. Mais le scan, elle me disait non, il n'y a pas de rétention, c'est un hématome. J'ai dû faire un curetage. Et en réalité, c'est une endométrite. Elle avait raison. On l'a traitée par antibiotiques et elle était mieux. Dans le postpartum tardif, ça c'est une patiente. Malheureusement, on n'a pas c'est le docteur Ditton, il a fait une écho, on n'a pas les images. Il a donné du cytotec, elle est repartie. Puis 2 heures après, elle revient avec un saignement important. C'était 15 jours après une césarienne. Alors, en urgence, il n'a pas fait d'imagerie, à part une écho, il ne voyait pas grand-chose, à part des caillots dans l'endomètre. Il met une sonde de Bactrie et il aspire 700 cc de sang. Il donne 2 kilos et 2 PFC. Et la Bactrie a été retirée après 10 heures. Entre-temps, il essaye de voir quelle est la cause de saignement. On lui fait une échodoppler le lendemain. Il n'y avait pas de signe en faveur d'une fistule, ni d'un anévrisme. Et même, on fait un angioscan, mais la bactérie était dedans. Donc, est-ce que ça a comprimé? Ils n'ont pas montré la cause. On ne sait pas. On pense soit que c'était une fistule artério-veineuse masquée par le ballon de bactérie ou un anévrisme artério-veineux qui a été masqué aussi par le ballon. Ça, c'est une hémorragie tardive, patiente au docteur Khouri, 32 ans, 3e pas. Elle fait le tour de la ville. Elle a accouché à la Becca. Elle est sortie le 14. 2 jours après, elle tombe sur son dos. 2 jours après, elle a des douleurs pelviennes. Elle consulte un médecin qui lui parle de contraction. Elle va voir dans un hôpital, ils enlèvent des débris intra-utérins. Elle refuse, la dame, de faire un curetage. Le lendemain, elle consulte un autre gynécologue qui donne des cytotec. Elle consulte encore un autre hôpital. Il vide des caillots de sang. Entre-temps, on lui donne encore du cytotec. Elle est envoyée à un 3e hôpital, refuse de faire un curetage. Elle entre en urgence à l'hôpital Notre-Dame, 3 unités de sang, curetage le lendemain. L'hémoglobine était à 5 grammes, elle est à 3 grammes. Là, 3 grammes. Le lendemain, il lui faut un curetage qui ne ramène pas grand-chose. Ensuite, l'hémoglobine, elle passe à 9 grammes. Il y avait du sang dans l'utérus. Le lendemain, elle consulte pour des douleurs. Et notre collègue Antoine qui lui fait une écho, on voit là une hypervascularisation intra-utérine. On voit cet hématome qui est là. Donc, ils décident finalement de faire une hystérectomie. Et pour eux, c'était probablement à la charge de point de suture, qui est peut-être dû à cette chute qu'elle a eue, cette dame. Voilà. La grossesse cicatricielle, ça c'est quelque chose d'intéressant. Donc, vous pouvez les opérer par curetage ou il y a différents moyens. L'intérêt de l'écho, là, c'est le diagnostic. Et quand elles n'ont pas, et quand l'artère il faut faire attention aux artères si elles sont près du placenta. Elle aide, quand vous faites le curetage, c'est de bien vérifier que votre sonde ne passe pas la vessie ou le traverse l'utérus. Donc, c'est l'importance de l'écho, là, et de la faire sous échographie, contrôle guidé. Elle aide aussi, après le curetage, de mettre une sonde de Foley, surtout dans ce cas-là où l'artère était très proche de la grossesse. On n'a pas hésité à mettre la sonde en préventif parce qu'elle n'a pas saigné beaucoup, mais on a eu peur qu'elle saigne parce qu'elle était très proche de l'artère utérine. Sinon, si elle n'est pas proche des artères utérines, vous pouvez faire le curetage et vous en allez, ça se passe très bien. Donc, on a dû gonfler et mettre de l'eau dans la vessie. Les images ne sont pas très belles, mais bon, vous voyez bien la sonde de curetage qui passe dans l'activité cicatricielle. Donc, en conclusion, je vais montrer un peu les différentes possibilités d'utilisation d'échographie dans différentes situations.
de postpartum, l'intérêt qu'elle apporte dans cette situation. L'échographie est indispensable dans certains cas, une aide dans d'autres. Des études plus larges sont importantes pour valider son utilisation. L'échographie permet de voir ce qu'on fait et non pas de faire des gestes à l'aveugle. Merci pour tout le monde. Merci Imad pour cette belle présentation pleine d'iconographie. Je cède la parole s'il y a des questions. On se limitera à 5 minutes de questions s'il y en a. Docteur Jamil Achab, vous avez une question? Oui, je voudrais bien demander à Dr Imad, vous avez parlé de l'échographie en cas d'HPP précoce et tardif. Bon, en cas d'hémorragie tardive, on peut l'utiliser pour savoir la cause de cette hémorragie. Mais en cas d'HPP précoce, est-ce qu'on a le temps de faire cette échographie alors que la vie de la patiente est en jeu? Qu'est-ce que vous en pensez, Dr Imad? Oui, je ne pense pas que ça prend beaucoup de temps. Je pense que l'échographie en salle de travail, ça commence elle doit être présente en salle de travail. Il y a beaucoup d'utilisation, à part l'hémorragie, il y a aussi l'utilisation pour suivre un accouchement, voir si un bébé est décédé, pour voir des fois si on hésite entre une présentation de tête de siège, pour voir, même pour aider l'accouchement. Et je pense qu'une échographie en salle de travail, ce n'est pas un luxe et il suffit de l'allumer, de la faire, ça prend moins de 2 minutes. Je ne pense pas qu'on perd beaucoup de temps. Non? Même en cas d'hémorragie de postpartum précoce et les signes vitaux sont anormaux, on peut l'utiliser? Si on a un doute sur quelque chose, on n'est pas certain, je pense qu'une échographie peut vous aider de voir s'il n'y a pas de... Tu veux faire une révision utérine alors qu'il n'y a rien dans l'utérus, mais c'est plus facile de faire une écho, d'être sûr. Comme ça, tu ne fais pas les révisions. Tu peux être sûr qu'il y a quelque chose. Pour voir s'il n'y a pas un saignement abdominal, je pense que les doigts, ils peuvent être bons, mais l'écho, elle peut aider quand même s'il y a une rupture utérine dans un VBAC, un accouchement par voie basse après césarienne. J'ai montré les utilisations. Maintenant, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas dans les recommandations. Tu peux travailler sans l'utiliser. Mais je pense que c'est une aide intéressante et j'ai montré les différentes utilisations. Maintenant, c'est à tout le monde de l'essayer et de voir sa place exacte pour tout le monde. Docteur Chehab, il n'est pas question de faire passer la malade d'une maternité jusqu'au service de radiologie alors qu'elle saigne. Vous avez entièrement raison. C'est pourquoi la présence d'un appareil d'échographie en salle d'accouchement ou dans la maternité est, comme a dit Imad, presque obligatoire. C'est en train de devenir de plus en plus la coutume, quoique chez nous au Liban, ce n'est pas encore dans tous les hôpitaux et tous les services, mais de plus en plus, on est en train d'essayer d'avoir un appareil d'échographie, pas nécessairement très sophistiqué, mais sur place. Il est certain qu'il n'est pas question de trimballer la malade en train de saigner sur un brancard dans l'hôpital. Dernière question, docteur Ball. Docteur Ball, est-ce que vous avez une question? Aïssa Tabal, il y a une main levée chez vous. Apparemment pas. Donc, professeur Cissé, je vous laisse la parole pour présenter Marie-Édouard. Ou vous voulez que je la présente moi-même? Notre troisième intervenant, ça va être le professeur Marie-Édouard. Oui, tu présentes Marie? Non, tu peux le présenter. Je m'enchaîne. Ouais, tu t'enchaînes, mais je voulais juste faire un petit commentaire par rapport à la présentation de notre ami Imad, que je félicite pour son excellente présentation. Mais le commentaire que je voulais faire, c'est que dans l'hémorragie du postpartum, je pense qu'il faut différencier l'hémorragie du postpartum immédiat. Là, il y a vraiment une urgence vitale. Par contre, l'hémorragie du postpartum tardif, bon, souvent c'est moins urgent. Ce sont des femmes qui, au bout de 48 heures,
après césarienne ou après accouchement saigne, là, l'échographie a un intérêt particulier. C'est-à-dire que on a tendance, comme le recommande la pratique, de mettre la main. Il faut faire une révision utérine. Mais on sait que c'est un geste qui nécessite une anesthésie générale, avec les risques qu'on connaît, infection, synéchie utérine, placenta prévia. Alors, dans des cas comme ça, ce serait très intéressant, effectivement, de faire l'échographie pour voir si ça vaut le coup de faire une révision utérine ou pas. Ça permet d'économiser, disons, des révisions utérines, disons, inutiles, quoi. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Voilà, merci beaucoup. Voilà le commentaire que je voulais faire. Merci, cher. Notre troisième intervenant sera notre ami, le professeur Marie-Édouard Feydem du Sénégal. Elle est professeure titulaire de gynécologie obstétrique à l'université de Cheikh Anta Diop de Dakar et chef de service de gynécologie obstétrique à l'hôpital principal de Dakar. Elle va nous parler de la prise en charge de l'hémorragie du postpartum et la place de l'acide tranexamique dans le traitement. À vous la parole, Marie-Édouard. Merci beaucoup. J'ai un problème de déconnexion. Je vais réouvrir ma présentation. Et voilà. Et partager. Est-ce que vous voyez ma présentation? On la voit, mais tu as intérêt à la mettre en grand format sur ton écran et de passer en diaporama. Tout à fait. Excusez-moi. Voilà. C'est bon? Non, chez nous, c'est toujours en petit sur ton écran. Voilà. Ah, c'est bon. Là, c'est bon. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole. Je remercie la FEFOG et surtout son président, le professeur Cheikh Cissé, qui nous a associés donc à ce webinaire. Et il m'a été demandé de parler, de faire en fait une revue de la littérature un peu sur la place de l'acide tranexamique dans la prise en charge des hémorragies du postpartum. Voilà. Alors, l'hémorragie du postpartum, je pense que ça a été dit déjà tout à l'heure, c'est une complication qui est redoutable. C'est la première cause de mortalité maternelle. En 2010, déjà, elle était responsable de 27% des décès maternels, soit un décès sur 4 est lié à une hémorragie du postpartum. Et surtout dans nos pays en voie de développement, notamment les pays africains, la grossesse est une véritable angoisse parce qu'il y a ce risque justement de décès qui peut être lié à l'hémorragie du postpartum. La définition, on ne va pas trop s'attarder dessus. L'hémorragie du postpartum, on sait tous qu'il s'agit de pertes sanguines qui vont être supérieures à 500 millilitres et qui sont constatées après la naissance de l'enfant. L'hémorragie est considérée comme grave quand elle est supérieure, les pertes sanguines sont supérieures à 1000 millilitres. C'est une pathologie qui est relativement fréquente parce que quand on fait une mesure précise, notamment par le recueil des pertes sanguines, par un sac de recueil, la fréquence est de 1 patiente sur 10, donc 10% des accouchements. Nous, au Sénégal, on a une incidence, enfin une fréquence qui semble un peu sous-estimée, entre 1 et 2%. Mais surtout, ce qu'il faut dire sur les hémorragies du postpartum, c'est que la mortalité est jugée évitable dans près de 80% des cas. L'hémorragie du postpartum, c'est également une morbidité très importante. Il est rapporté à peu près 2,6 millions de complications liées aux hémorragies du postpartum, qui peuvent être liées aux complications de la transfusion, les complications de l'anesthésie, l'infertilité, mais également les pathologies chroniques. La prise en charge, ça a été dit tout à l'heure en long et en large, notamment la place des moyens hémostatiques. La prise en charge est relativement consensuelle. On sait qu'elle se base essentiellement sur la réanimation. Il y a le volet réanimation, le volet obstétrical qui doivent aller de pair dans la prise en charge de cette pathologie. Et du point de vue obstétrical, on sait qu'il faut faire l'hémostase concomitamment à la réanimation. Il faut avoir une hémostase le plus rapidement possible. Et dans cette hémostase,
On a recours aux utérotoniques, aux moyens mécaniques, à l'embolisation, à la chirurgie. Et en fait, il s'agit d'une véritable cascade hémostatique qui commence par un simple massage utérin après la naissance de l'enfant, par la compression bimanuelle. Ensuite, le méchage dont on a parlé tout à l'heure dans l'excellente présentation du professeur Makosso, ou bien le ballonnet tel qu'il est utilisé dans notre contexte parce que beaucoup moins coûteux. Toujours dans la cascade hémostatique, quand on n'arrive pas à régler le problème de l'hémorragie du postpartum, il faut aller à la chirurgie. Et la chirurgie, c'est la chirurgie conservatrice ou, dans le pire des cas, la chirurgie radicale. C'est souvent la situation qu'on a chez nous en Afrique parce que les patientes sont souvent vues tardivement. Alors, dans cette cascade hémostatique, quelle peut être la place de l'acide tranexamique? C'est de cela que nous allons parler, mais pour parler de l'acide tranexamique, qui est un agent fibrinolytique, il faut comprendre l'hémostase. Et l'hémostase aboutit à la formation de caillots qui arrêtent le saignement, mais ce caillot est destiné à être dissous après grâce à l'activation du plasminogène et on empêche la fibrinolyse donc pour pouvoir dissout le caillot après au cours de ce processus hémostatique. Alors, quand on parle d'agents fibrinolytiques, les agents fibrinolytiques ont été synthétisés dans les années 50 par un couple de médecins japonais. Ils ont commencé par la synthèse de l'acide epsilon aminocaproïque et leur objectif en premier, c'était de réduire la mortalité par hémorragie, mais surtout la mortalité par hémorragie du postpartum, qui à l'époque au Japon était de 180 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Nous savons que dans nos pays, nous sommes bien au-delà de ces chiffres. Ensuite, après la synthèse de ce premier agent fibrinolytique, ils ont synthétisé dans les années 62 l'acide tranexamique, qui était beaucoup plus puissant avec moins d'effets secondaires. Alors, qu'est-ce que l'acide tranexamique? C'est un inhibiteur en fait de la fibrinolyse. On l'a vu tout à l'heure, la fibrinolyse, c'est elle qui est destinée à dissoudre le caillot sanguin qui est formé au cours du processus hémostatique. Elle va agir en fait en se fixant sur les sites de liaison de la lysine qui permet en fait la dégradation du plasminogène en plasmine, ce qui va réduire l'activité enzymatique, notamment du PTA, et qui va empêcher la dégradation de la fibrine et donc la dissolution du caillot. Donc l'hémostase créée ainsi va se poursuivre. Alors l'acide tranexamique, c'est donc un fibrinolytique puissant qui existe sous forme injectable, sous forme de comprimé avec une demi-vie qui est relativement courte de 3 heures. L'acide tranexamique, après avoir été synthétisé, a eu l'AMM dans la prévention et surtout le traitement de tous les accidents hémorragiques qui pouvaient être entretenus par une fibrinolyse locale. Et c'était notamment le cas lors de la chirurgie stomatologique, la chirurgie ORL, cardiaque, hépatique et gynécologique, entre autres. Alors, après ça, il y a eu beaucoup d'études qui se sont intéressées à l'acide tranexamique et qui ont montré, c'était des études le plus souvent de quelques cas de série limitée, et qui avaient montré en fait l'intérêt de l'acide tranexamique pour réduire le saignement au cours de ces chirurgies. Mais la principale étude, la plus grande étude qui a été réalisée et qui a montré en fait l'efficacité, qui a prouvé l'efficacité de l'acide tranexamique, ça a été l'étude CRASH2. C'était un essai randomisé qui a été mené dans plus de 40 pays, plus de 200 hôpitaux, chez des patients qui présentaient un choc hémorragique. Et à ces patients, plus de 20 000 patients, ils ont reçu, les 10 000 ont reçu de l'acide tranexamique, donc 1 gramme en IV lente sur au moins 10 minutes, puis 1 gramme 8 heures après. Et là, cet essai avait démontré donc l'intérêt de l'acide tranexamique pour diminuer la quantité des pertes sanguines après, au moment de la chirurgie, et ça a diminué significativement toutes les causes de décès et surtout les causes de décès par hémorragie au cours de la prise en charge de ces traumatisés. Toujours cette étude CRASH2, quand on a extrait certaines données de l'étude CRASH2 pour voir à peu près à quel moment l'acide tranexamique était le plus efficace, eh bien, il a été prouvé que l'acide tranexamique doit être administré avant la 3e heure. C'est là qu'on avait le plus d'efficacité. Vous voyez, 4,8% versus 6,1%. Au-delà de 3 heures, il donnait même l'impression d'accroître le volume des pertes sanguines. Donc, l'acide tranexamique, cette étude CRASH2 menée en 2011 a montré qu'il devait être administré le plus précocement possible pour réduire la quantité de saignements.
Et enfin, une autre étude menée en 2012 qui était beaucoup plus récente, c'était une méta-analyse de CARE et collaborateurs qui ont montré qu'il y avait une réduction des besoins transfusionnels quand on administrait à ces patients de l'acide tranexamique, ici avec un P qui était significatif. Ils ont également démontré que l'acide tranexamique, parce qu'on pensait acide tranexamique antifibrinolytique, donc peut-être procoagulant. Eh bien, ils ont apporté la preuve que l'acide tranexamique n'est pas une molécule procoagulante. Il n'y a pas une augmentation des effets de thrombose liés à l'utilisation de l'acide tranexamique dans la prévention donc, des hémorragies. Et surtout, ils ont montré une réduction de la mortalité liée donc, à cette chirurgie traumatique. À l'issue de ces études également, on a extrait également certaines données qui ont montré qu'il y avait un excellent rapport coût-efficacité, raison pour laquelle, à l'issue des données factuelles liées à cette étude CRASH2, l'OMS a décidé d'introduire l'acide tranexamique dans la liste des médicaments essentiels. Et après cela, beaucoup de protocoles de prise en charge des traumatismes ont utilisé l'acide tranexamique donc, pour la prise en charge donc, des patients concernés. Et nous-mêmes, en gynécologie, en chirurgie programmée gynécologique, je pense que tous ceux qui vont dans les blocs opératoires voient l'utilisation de plus en plus fréquente de l'acide tranexamique. Il y a eu une autre revue également beaucoup plus récente en 2012 qui a montré également qu'il y avait une réduction de la mortalité et de la quantité également des saignements après l'usage de l'acide tranexamique. Par ailleurs, il montrait une diminution également des phénomènes thrombotiques, l'absence de phénomènes de thrombose liés à l'utilisation de l'acide tranexamique. Et après ces premières données, notamment des études de CRASH2, il y a eu beaucoup d'études qui ont été réalisées sur l'utilisation de l'acide tranexamique. Étant donné que ça a montré son intérêt dans la réduction des pertes sanguines, il était tout à fait logique et légitime de penser que ça pouvait réduire les pertes sanguines en cas d'hémorragie du postpartum. Et parmi ces études, c'est surtout l'essai Woman 2 qui a concerné beaucoup de patients, plusieurs hôpitaux, qui a apporté la preuve de l'intérêt de l'acide tranexamique dans la prise en charge des hémorragies du postpartum. Son objectif, c'était d'évaluer si, en fait, l'administration précoce de l'acide tranexamique en cas d'hémorragie du postpartum permettait de réduire la mortalité et surtout le recours à une hystérectomie chez les femmes qui présentent une hémorragie du postpartum. Donc, c'était un essai randomisé qui a été mené sur 6 à 7 ans en double aveugle et qui a concerné 21 pays, 193 hôpitaux, mais il faut dire qu'il s'agissait surtout de pays en développement. Parce que parmi cette cohorte de 20 000 et quelques patients, il n'y a que 500 qui étaient randomisés au niveau du Royaume-Uni. C'était des patients de plus de 16 ans et qui ont bénéficié de l'administration de 1 gramme d'acide tranexamique ou d'un placebo. Ici, c'est le cyclocatron qui avait été utilisé. Et c'était renouvelé éventuellement au bout de 30 minutes en cas de persistance du saignement ou dans les 24 heures. Alors, quel était le critère de jugement? C'était de voir est-ce qu'il y avait une réduction de la mortalité maternelle globale et comme critère secondaire, s'il y avait une réduction de la mortalité par hémorragie. Alors, quels ont été les résultats? Les résultats ont montré qu'il y avait une réduction significative de la mortalité par hémorragie grâce à l'utilisation de l'acide tranexamique. Mais par contre, il n'y avait pas une diminution de la mortalité globale chez ces femmes qui pouvaient être liées à d'autres causes, telles que les infections survenues dans le postpartum ou après la laparotomie. Il a montré également, cette étude a montré qu'il y avait une diminution du nombre de laparotomies qui étaient réalisées pour hémorragie du postpartum. Mais surtout, la plus grande crainte qu'il y avait, c'est qu'il y ait une majoration du taux de thrombose chez ces patientes-là. Eh bien, cette étude n'a pas montré de différence significative sur le taux de transfusion, mais également sur les effets secondaires tels que l'avènement d'accidents thromboemboliques. Et on voyait ici, aussi bien dans le groupe placebo que d'acide tranexamique, on avait à peu près les mêmes taux de complications thromboemboliques. Donc, en résumé, c'est de dire que ces deux essais, Woman CRASH2, ont montré des résultats comparables en termes d'efficacité de l'acide tranexamique dans la réduction des pertes sanguines, la réduction de la mortalité par hémorragie, parce que c'est surtout ça qui nous intéresse,
que l'administration doit être le plus précoce possible entre la première heure et la troisième heure, mais surtout à confirmer la sécurité d'emploi parce que l'acide tranexamique n'est pas prothrombique, n'est pas procoagulant. Et c'est un médicament qui est intéressant, surtout dans notre contexte, parce que le coût est relativement faible. La seule précaution, c'est les patients qui ont présenté déjà des complications thromboemboliques au cours de la grossesse, qui ont une hypersensibilité ou qui présentent déjà des troubles à type de CVT. Et à l'issue de ces études, l'OMS a émis des recommandations que tout le monde connaît en 2017 pour recommander l'utilisation de l'acide tranexamique systématiquement chez les femmes qui présentent une hémorragie postpartum, bien entendu après avoir exclu toute contre-indication, et de l'utiliser dans les 3 heures. Et en précisant la dose, c'est une dose fixe de 1 gramme, donc 10 millilitres, 100 mg par millilitre, qui doit être injecté en intraveineuse lente sur au moins 10 minutes, donc 1 millilitre par minute. Et on peut envisager l'injection d'une seconde dose de 1 gramme par voie IV, toujours, si l'hémorragie persiste au bout de 30 minutes. Mais pas plus, pas 3 grammes, comme on le voit peut-être parfois dans certains cas. Et beaucoup plus tard, en 2021, la Confédération internationale des sages-femmes, la FIGO, ont émis une déclaration commune en recommandant fortement l'utilisation de l'acide tranexamique comme en première intention lors de la prise en charge d'une hémorragie du postpartum. Donc ça, c'était une recommandation forte et qui a été depuis lors suivie par la plupart des pays. Quand on voit cette étude canadienne, ils ont recommandé l'utilisation de l'acide tranexamique en première intention et c'était effectif chez près de 50% des femmes. Et ça a prouvé qu'il y a une diminution significative du taux d'intervention chirurgicale ou de radiologie interventionnelle lors d'une hémorragie postpartum. Ça diminue le taux de transfusion sanguine, mais surtout, il n'y a pas d'effet indésirable tel qu'une thrombose veineuse. Nous, dans notre contexte, nous l'utilisons maintenant en première intention et par exemple, le cas de cette patiente, primipare de 23 ans, qui présentait une hémorragie du postpartum importante avec des pertes sanguines qui étaient estimées à 800 millilitres dans le sac de recueil. Et elle, on a combiné l'utilisation du ballonnet au préservatif, même si tout le monde n'est pas d'accord, avec de l'acide tranexamique et on a eu un arrêt du saignement. On a évité donc l'intervention chirurgicale. Alors, il était logique, étant donné que l'acide tranexamique a montré son intérêt et son efficacité dans le traitement de l'hémorragie du postpartum, de penser peut-être à la prévention, parce que c'est ça tout l'intérêt. Les hémorragies du postpartum, c'est une prise en charge difficile, compliquée, qui peut se solder par un décès. Donc, tout l'intérêt d'avoir une prévention efficace pour éviter donc la survenue de ces hémorragies du postpartum. Alors, étant donné qu'on a fait la preuve de ce médicament, surtout d'abord en chirurgie, il était logique donc de faire des études pour voir est-ce qu'on pouvait prévenir donc, des hémorragies lors des accouchements par césarienne. Il y a eu d'abord plusieurs études de cas, de 50 cas, 60 cas. Quand on compile ces études, ça fait à peu près 1176 patients qui ont été randomisés. Et là, les résultats également ont montré qu'il y avait une réduction significative des pertes sanguines péropératoires, une réduction de 50% de l'incidence de l'hémorragie du postpartum. Par contre, il n'y avait pas de réduction significative des besoins transfusionnels, avec quelques effets secondaires, mais moindres qu'avec le misoprostol. Mais la plus grande étude actuelle qui a été faite pour montrer l'intérêt de l'acide tranexamique dans la prévention des hémorragies au cours des césariennes a été faite en France, c'est l'ESSETRAP2, qui a concerné plus de 27 maternités, plus de 4000 patients. Il s'agissait de césariennes programmées ou en urgence. Les patients étaient randomisés et l'acide tranexamique était administré 3 minutes après la naissance, avec une mesure objective des pertes sanguines. Mais ici, c'était basé sur l'hématocrite avant et après intervention. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme résultat? Ils ont montré quand même qu'il y avait une réduction de l'incidence des hémorragies postpartum avant et après, qui passait de 26% avec l'acide tranexamique à 31% avec le placebo. Mais il n'y avait pas de différence significative sur le volume des pertes qui étaient collectées dans les sacs de recueil, sur l'estimation subjective que les praticiens en faisaient et sur l'utilisation, le recours à des utérotoniques et des besoins transfusionnels.
Une autre étude également avait montré, française, sur des césariennes faites avec des pertes sanguines qui étaient jugées importantes, à plus de 800 millilitres, avec 3 groupes randomisés et différentes doses d'acide tranexamique, 0,5 g et 1 g. Eh bien, cette étude montrait qu'il y avait quand même une hyperfibrinolyse qui était moindre chez les patientes qui avaient reçu donc, de l'acide tranexamique. Là, c'est une dernière. Ces études montraient donc qu'il y avait quand même un intérêt à utiliser l'acide tranexamique en prévention de l'hémorragie postpartum au cours de l'accouchement par césarienne. Maintenant, pour l'accouchement par voie basse, là, les résultats sont un peu plus contradictoires. Cette première étude turque, c'est une étude randomisée, 457 patientes, avec un groupe acide tranexamique, un groupe placebo. Et là, l'acide tranexamique était injecté au moment donc aux épaules, hein, comme quand on fait la gestion active de la 3e phase de l'accouchement. Qu'est-ce que ça a montré? Il y avait effectivement une réduction du volume des pertes sanguines et une réduction du recours aux agents utérotoniques. Par contre, on a une autre étude qui a été menée ici au Sénégal, entre le Sénégal et le Vietnam. C'était une étude également multicentrique qui a concerné plus de 7 hôpitaux entre le Sénégal et le Vietnam. Mais là, l'acide tranexamique était donné par voie orale. Là, on n'a pas eu de différence significative. Donc, sur le contrôle de l'hémorragie du postpartum, sur le volume des pertes sanguines, les effets indésirables, on n'a pas trouvé de différence significative. Mais il faut noter qu'ici, l'acide tranexamique était donné par voie orale. Et enfin, la dernière étude, c'est une étude française sur plus de 3000 femmes. Là, c'est le TRAP 1, donc TRAP 2, c'était pour la césarienne. Et là, ils n'ont pas montré non plus de réduction significative des hémorragies du postpartum objectives, hein, telles que celles qui étaient évaluées sur le taux d'hématocrite avant et après l'administration de l'acide tranexamique. Par contre, ils ont montré qu'il y avait une diminution des hémorragies du postpartum clinique, celles diagnostiquées de manière subjective, qu'il y avait une réduction de l'adjonction d'utérotonique supplémentaire, donc il y avait moins besoin d'ajouter des utérotoniques chez les patients qui présentent une hémorragie du postpartum, et il y avait une réduction des pertes sanguines, sans plus d'effets indésirables. Mais par contre, ils ont conclu que sur la base de ces résultats, parce que les chiffres qui étaient réduits, l'hémorragie postpartum clinique, c'était des critères de jugement secondaire. Ils n'avaient pas recommandé l'utilisation systématique de l'acide tranexamique en prévention de l'hémorragie du postpartum. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir sur ça? L'acide tranexamique est une molécule qui est efficace, qui est bien tolérée, et cette efficacité est prouvée depuis plusieurs années. Il y a un excellent rapport coût-efficacité qui peut être extrêmement intéressant dans nos pays en développement. À l'heure actuelle, sur le traitement curatif de l'hémorragie du postpartum, l'efficacité de l'utilisation de l'acide tranexamique est prouvée et l'OMS recommande fortement de l'utiliser, bien entendu, en dehors de toute contre-indication, à la dose de 1 g qui peut être renouvelée une fois dès qu'on diagnostique l'hémorragie du postpartum. On a montré tout à l'heure les résultats des études, il faut l'utiliser avant 3 heures. Au-delà, ça n'apporte pas de bénéfices, ce que les études montrent. Maintenant, en termes de prévention des hémorragies du postpartum, on a des résultats qui sont contradictoires, mais le plus souvent, ils sont relativement prometteurs. Pour le moment, ce n'est pas recommandé, mais ça nécessite de faire des études beaucoup plus poussées. Alors, la question qu'on se pose devant ces résultats déjà qui sont très intéressants en termes de prévention, qu'est-ce que nous, on devrait faire dans les pays en développement? Est-ce qu'on ne devrait pas penser, nous, à faire plus d'études localement pour peut-être prouver un intérêt à l'utilisation de l'acide tranexamique dans nos pays en développement pour la prévention des hémorragies du postpartum? Parce que nos pays, c'est eux qui payent le plus lourd tribut en termes de mortalité liée à l'hémorragie du postpartum. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci Marie-Édouard. On va se donner le temps de prendre 3 questions. Si tu peux enlever le partage d'écran, s'il te plaît. Et il y a 3 mains levées. On commence par le docteur Ahmaïda. Docteur Ahmaïda, vous êtes en mode silence. Pas de réponse. Professeur Ngabale. Merci beaucoup. Merci pour la parole.
Je remercie le professeur Edouard pour sa présentation. Je crois qu'il n'y a pas de débat par rapport à l'efficacité de l'acide tranexamique, mais le problème qui se pose, c'est le coût. Je suis un peu réservé quand elle dit que le coût est autour de 5 000 francs CFA. Ça fait 5 700 par là. Et ça reste vraiment très cher pour la population. Vous avez un problème de connexion, professeur. Je rappelle que nous avons un SMIC. Aïe, aïe, aïe. Vous m'écoutez? Oui, mais c'est entrecoupé. Maintenant, ça va, oui. Oui, non, mais juste à cause du coût. Je pense que le coût reste énorme. C'est à 5 500 à Bangui, ça reste énorme. Et donc, je pense que c'est l'occasion pour qu'il y ait des plaidoyers pour qu'on puisse au moins réduire ces coûts. Parce que l'Organisation mondiale de la santé va organiser en mars un sommet mondial sur la lutte contre l'hémorragie du postpartum. Et donc, c'est certainement l'occasion, ce sera à Dubaï, hein, c'est du 7 au 10, ce sera l'occasion vraiment de plaider pour la réduction du coût qui reste très élevé. Merci. Je vous remercie pour votre commentaire. Effectivement, dans les pays en voie de développement, le prix des médicaments est un handicap majeur. Ce qui est relativement bon marché pour certains devient excessivement et exorbitant pour d'autres. Et le problème est universel. Je pense que si l'Organisation mondiale de la santé peut rendre ce médicament beaucoup plus accessible à tous les pays du tiers-monde ou les pays en voie de développement, ça pourrait faciliter énormément la solution que vous préconisez. Docteur Heidegger, à vous la parole. Arnaud. On ne vous entend pas, Arnaud. Allô? Oui, Arnaud. Bonjour, professeur. Merci beaucoup pour la présentation du professeur. Bon, moi, je suis au Bénin, au nord du Bénin, dans une région septentrionale. On est confronté aussi au problème de coût de l'acide tranexamique, c'est pratiquement autour de 6 000 francs. Mais du point de vue logistique, on a un problème par rapport à l'approvisionnement. Donc, on a souvent les ruptures de disponibilité de ces intrants. Donc, souvent, on utilise le diphenol. Donc, j'aimerais savoir, l'acide tranexamique versus diphenol, qu'est-ce qu'on peut y en tirer? Allô? Alors, oui, on a entendu. La question était la comparaison entre l'acide tranexamique et le diphenol. Marie-Édouard. Voilà, ok. Merci beaucoup, professeur. J'attends la fin des questions ou bien? Oui, non, on répond. La question. Sinon, du point de vue efficacité de l'acide tranexamique, il n'y a pas de problème. Merci, professeur. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci au professeur Ngabale qui a posé la première question. Effectivement, je suis d'accord avec vous, le coût reste un problème. Sauf que je pense que l'acide tranexamique est tombé depuis longtemps dans le domaine public et enfin, il y a des spécialités qui arrivent, nous en tout cas qu'on a sur le marché, qui sont beaucoup moins coûteuses que voilà, le principal fournisseur qu'on avait avant. Je ne peux pas faire de publicité gratuite, mais quand même, ça devient de plus en plus abordable. Pour nous, en tout cas, ce qu'on a au Sénégal. Maintenant, pour le docteur Ayedebe, en fait, quand on discute un peu avec nos anesthésistes, l'efficacité n'est pas la même. Hein. L'acide tranexamique, c'est un antifibrinolytique. Donc, l'effet qu'on a avec le diphenol est beaucoup moins puissant que ce qu'on a avec l'acide tranexamique. Donc, ce n'est pas
on ne peut pas transposer l'effet qu'on a avec le dicinone avec l'acide tranexamique. Ce n'est pas du tout pareil. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais on ne peut pas remplacer le dicinone, enfin, je pense que c'est de ça que vous parlez, avec l'acide tranexamique. OK, professeur, c'est bien entendu. Merci beaucoup. Docteur Jamila Chehab, question rapide, réponse Oui. rapide. Oui, oui, je voudrais bien demander le professeur à propos si on peut utiliser l'acide tranexamique si persistance de l'hémorragie tardivement, après 2 doses. On a parlé de 1 gramme d'acide tranexamique en nivellante en moins de 10 minutes, puis on le renouvelle si l'hémorragie persiste après 30 minutes. Est-ce que Je n'entends plus, hein? Je ne sais pas si...